on va présenter aujourd'hui donc Camille Claudel, Nos enfants de marbre, et au bout du compte, deuxième de la future trilogie donc sur le désir et l'art. Et comme je creusais un petit peu, je me disais comment je vais faire pour un peu raccorder tout ça, parce que finalement il y a énormément de points communs. C'est incroyable, mais on va en parler. Cet homme qui part va laisser un mot sur la table. Je reviens demain, c'est ça. Donc je reviens demain, mais en fait je t'appelle demain, oui. Et il prend la voiture pour Cadaqués retrouver une Alice qu'il a croisée, il y a 2 ans. Toute l'histoire, tout le roman, ce sera le trajet entre son petit village du Var et Cadaqués, le lieu où ils ont rendez-vous. Et donc tout le trajet, ce sera l'occasion qu'ils puissent de décrire un petit peu ses souvenirs, sa rencontre avec Alice, etc. Et toutes ses angoisses, à la fois ses espoirs, et tout ce qui va se passer jusqu'à l'arrivée. Déjà, pourquoi Jessie par rapport à Camille Claudel? C'était effectivement une jeune femme qui avait partagé l'atelier de Camille Claudel et qui avait travaillé avec Rodin. Et une partie est vraie, mais on va en reparler, de la part de fiction et la part de réalité. Mais elle a bien existé, et c'est toute une jeune anglaise, un petit peu plus âgée que Camille, de 3-4 ans, et qui était venue, comme beaucoup d'artistes, apprendre la sculpture à Paris, qui était évidemment le centre du monde à cette époque-là pour les artistes. Et comme l'extrait qu'a lu tout à l'heure Christine, elle voulait un petit peu justement découvrir la vie parisienne, et ses parents n'étaient pas du tout au courant que dans l'atelier de Rodin, il y avait des hommes nus, des femmes nues, donc pour cette femme avec une éducation assez encore victorienne, c'est tout un imaginaire, toute une culture nouvelle qu'elle va apprendre, et puis elles vont apprendre à se connaître. Et j'avais découvert effectivement que Jessie avait été logée par la famille Claudel. On en parle peu, mais vraiment, donc elle a été proche de cette famille, et c'est ça qui m'a intéressée, de faire ce dialogue avec cette jeune anglaise qui parlait très bien français. Elle a fait beaucoup d'allers-retours pour aller en Angleterre, justement voir Jessie Lipscomb et sa famille et d'autres anglaises, parce qu'en fait Jessie n'était pas la seule, comme Rodin accueillait beaucoup d'artistes, donc il y a eu beaucoup d'échanges, et donc elle est souvent allée en Angleterre notamment. Mais par ailleurs, j'ai découvert aussi qu'elle aimait beaucoup, tout simplement, comme beaucoup de personnes, la mer, et du coup elle partait, alors avec Rodin, sans Rodin, mais elle partait, elle prenait le train et elle faisait de longs jours comme ça, et on la retrouve comme ça en Espagne, au Portugal, etc. On le sait peu, mais voilà, elle est partie, elle ne laisse pas de traces en fait. Il n'y a pas tellement d'envoi, ni de carte postale, ni d'échange. Donc c'est là aussi que moi je me suis glissée parfois. Alors je n'ai pas parlé de tout, évidemment, je ne peux pas dans toutes ces pages quand même. Mais du coup, voilà, elle a beaucoup voyagé pour une femme de son époque qui en plus effectivement était quand même très très créative. Donc elle avait besoin de la mer, donc elle a voyagé comme ça pour ces destinations-là. Alors le voyage, dans le bout du compte, on est en plein dedans. Pourquoi un voyage et pourquoi vers Cadaqués? Au départ parce que j'aime beaucoup Cadaqués. Mais en fait, j'avais envie qu'il longe la mer. D'abord, j'avais envie qu'il habite dans le sud-est et qu'il longe la mer. Et parce que effectivement, la mer, c'est un élément important dans l'histoire. Parce que aussi, il y a 2 sens au mot mer. Et quand disons qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, du rapport à sa mère aussi, qui intervient inconsciemment aussi dans son histoire. Mais bon, il y a la mer aussi pour ce qu'elle a parce que ça représente la beauté. Il y a tout un rapport aussi avec la ligne d'horizon. Pour lui, la ligne d'horizon, c'est la perfection. Donc,
Voilà pourquoi la mer est importante. Et puis Cadaqués, il y a aussi Dali. Donc Dali n'est pas important dans l'histoire, mais c'est simplement un petit clin d'œil par rapport à la folie de Dali et de la folie qui l'anime lui, cette folie amoureuse qui l'anime. Ce qui m'a amusé justement dans les points communs, justement, c'est ce point de chute qui est un petit peu la folie. Et en fait, son personnage, son peintre, qui n'a toujours pas de nom, peut-être que dans le troisième on le saura enfin, justement est dans ce voyage et à la recherche d'une chimère, j'ai envie de dire, parce qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il recherche dans ce rendez-vous incroyable où il ne sait absolument pas, et on ne dira pas si je dirais il trouve ce qu'il veut ou pas, mais en tout cas dans cette chimère, il ne sait pas. Un petit peu pareil en fait dans le voyage que peut faire artistique dans sa folie avec Rodin, etc. Elle recherche quelque chose qu'elle n'aura jamais en fait. C'est exactement pareil. Là aussi, il y a beaucoup à dire, mais oui, alors je ne sais pas si tu veux aborder le sujet de la folie maintenant, on peut l'aborder, mais oui, c'est un long processus psychologique. On sait tous qu'elle a fini, donc elle a été internée, mais la paranoïa dont elle souffrait, elle en a souffert au moins, oui c'est de la paranoïa, donc elle en a souffert au moins 10 ans avant d'être internée. Donc c'était un petit peu une gageure pour moi d'essayer de montrer progressivement que la paranoïa, elle ne surgit pas comme ça. Il y a des éclats que les gens n'interprètent pas vraiment comme de la paranoïa, justement. Elle va juste dire, par exemple, progressivement, donc c'est comme je le montre dans le roman, par exemple, qu'elle déteste Rodin au moment de la séparation, qu'elle hait Rodin. Mais après, ça va être Rodin et les autres. Et puis, progressivement, ça va être je hais les Dreyfusards, je hais les francs-maçons, des colères comme ça, ou des excès que n'ont pas vu véritablement ses proches, en fait, parce que c'est très 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 progressif. Elle n'a été effectivement internée que lorsque effectivement là ça sautait, si on peut dire prosaïquement, aux yeux d'une certaine façon, c'est-à-dire que là à la fin elle était complètement recluse dans son studio atelier et qu'elle était enfermée et qu'elle vivait avec 25 chats dans une saleté épouvantable, qu'elle buvait énormément et que là, évidemment, les voisins, les gens dans la rue se sont un petit peu inquiétés, la concierge se sont inquiétés, mais c'est un long processus on ne peut pas dire que ça a commencé par un événement. C'est sûr que la rupture a été importante, évidemment, mais elle a très bien vécu et elle a créé des œuvres magnifiques après la rupture avec Rodin. Et les meilleures années, c'est presque, on pourrait le dire, après Rodin, finalement. Quand elle s'en est libérée, elle a créé son propre parcours avec ses petites sculptures toutes petites, les causeuses, etc. Mais donc, c'est progressif, cette folie, et c'est ce que j'ai essayé de montrer par petites touches, parce que c'est pas une crise. La montée en puissance, on la sent un petit peu aussi par rapport au côté psychologique qu'a ce peintre dans la recherche justement de cette chimère qu'il recherche. En fait, c'était une conteuse, et en plus elle s'appelle Alice. Donc Alice, ça veut dire plein de choses. C'est Alice avec... C'est les mots de Colette qui dit quand on aime, quand on est aimé, on ne doute de rien, et quand on aime, on doute de tout. Et lui, oui, mais là il tombe amoureux d'Alice, et en fait il doute de tout, il ne sait pas, il interprète tout est un signe ou n'est pas un signe, donc on ne sait pas, Alice ce qu'elle pense en réalité. On voit tout avec le regard du narrateur, et donc lui il la voit dire ce poème où effectivement c'est la duplicité d'une femme qui joue la vertu et qui en fait se débrouille pour céder à celui qui l'attire. Mais ce poème, Alice, quand elle le dit, elle ne sait même pas que lui est dans la salle. Pour elle, c'est pas intentionnel. C'est juste pour illustrer un courant à la fois artistique, littéraire, etc. du XVIIIe. Comment se fait-il qu'elle a atterri chez Rodin? Est-ce que ça tu le sais?
Mais en fait, elle avait été recommandée. Donc déjà, elle était douée dès l'âge de 12-13 ans. Elle savait déjà sculpter vraiment correctement. Elle avait été déjà remarquée. Ensuite, effectivement, elle a été mise en relation, pas avec Rodin directement, mais avec un sculpteur qui s'appelait Alfred Boucher, qui avait eu le prix de Rome, qui était assez connu. Comme Alfred Boucher a eu des engagements à Rome notamment, il a délégué Rodin en fait. Donc il a dit je ne peux pas m'occuper des petites jeunes filles, essayer d'aller les voir pour voir comment elles travaillent. Et c'est comme ça que Rodin a connu Camille Claudel, comme d'autres jeunes femmes qui étaient un petit peu sous la surveillance, enfin sous la direction et l'enseignement de Rodin. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont connus. Mais vous avez compris dans le contrat, Rodin était effectivement alors un homme, vous l'avez vu dans les représentations, qui avait plus de 30 ans de plus qu'elle, mais qui était effectivement très connu, qui était très timide, qui avait un regard un petit peu, effectivement, comme je l'ai dit dans une autre lettre, timide, Rodin. Oui, timide quand même. Il était il regardait un petit peu par en dessous comme ça, mais il avait un charisme exceptionnel, effectivement. Donc du coup, il attirait beaucoup l'attention de tous, que ce soit des femmes, évidemment, des jeunes femmes et des gens qui venaient dans son atelier. Donc après cet extrait de la lettre, il y a eu un vrai contrat. Il existe bien, vous pouvez le voir dans la vraie correspondance. Donc il y a bien un contrat qui a été signé par Rodin, mais évidemment il n'en a pas tenu compte du tout. Alors pas parce que c'était contre Camille Claudel, mais elle était très exigeante et lui n'avait pas envie, je pense, d'avoir de toute façon une seule femme, même si c'est sûr qu'il l'a adorée, mais c'était peut-être sans doute sa façon de vivre depuis longtemps, et il n'a pas changé sa façon de vivre, même pour elle. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de volontaire quand tu as parlé de ces artistes face aux situations, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement inné qui est arrivé comme ça? C'est-à-dire que ces références sont très liées aux états d'âme du narrateur. Donc effectivement, quand il est au départ, Klimt, c'est qu'il se réveille, et il a un réveil fluorescent, et donc comme il est complètement omnubilé par le jour J, c'est le jour où je dois partir, c'est le jour du rendez-vous. Dans les aiguilles, il voit Alice et lui enlacés dans un tableau de Klimt, avec le côté phosphorescent, parce que c'est le côté doré, doré lumineux de Klimt. Et lui, toute sa perception là, de la réalité est très liée justement à ses ressentis, etc. Et donc c'est pour ça que quand il va à ce colloque, il épouse à chaque fois il a l'impression toujours que tout ce qui lui est dit, c'est pour lui, parce que quand on est amoureux, on écoute la moindre chanson guimauve, on a l'impression que c'est écrit pour nous. Toutes les musiques sont pour nous, et donc là, il est dans ce colloque, et effectivement, donc je vous disais, la première période, c'était ce côté, les peintres comme Watteau, etc., qui éveille tout ce côté sensuel chez lui. Et ensuite, la deuxième partie, où justement la réaction à la peinture baroque, c'était un retour au classicisme, donc qu'on appelait le néoclassicisme, qui a été en fait, c'est venu parce qu'à ce moment-là, il y a eu la découverte de Pompéi, etc. Et donc, on a eu de nouveau, on s'est intéressé à l'Antiquité. Et donc, il y a eu le retour de nouveau du classicisme. Et là, pour lui, avec un idéal de vertu, de droiture, et du coup, c'est l'autre côté chez lui qui est en conflit avec l'attirance qu'il a pour Alice. Donc c'est de nouveau une vision de l'amour pur, absolu, fidèle, etc. Et donc du coup, toutes ces pensées vont de nouveau, un coup de balancier de l'autre côté, lui dire non, mais voilà. Et donc Alice qui dit à ce moment-là, ce qui fait référence à ce moment aussi classique, voilà, il se dit elle a raison, il faut être droit, il faut être...
Voilà, et ensuite, le problème, c'est que le troisième courant du 18e, c'est le début du romantisme qui annonce le 19e. Et là, de nouveau, alors là, le romantisme, ça va être tout ce qui est autour des sentiments, de l'exaltation des passions, justement de la folie, de la nature, dans tout ce que... Et donc, du coup, lui, il suit tous les peintres qu'il évoque, ça fait écho chez lui. Et en fait, ce que j'ai remarqué à la lecture, c'est que effectivement, ça suit ses sentiments, puisque finalement, il est en introspection à un moment, on va en parler justement de la famille, parce que la famille, je veux dire, leur relation avec la mère, tu en as fait allusion tout à l'heure. Il y a justement, il voit des paysages, parce qu'il est en bordure de mer, hein, comme on dit, donc il est cette route. Et il a justement le côté posé ou le côté tourmenté à chaque fois en fonction des œuvres que tu indiques. À mon avis, à force de regarder les sculptures de Camille Claudel, ce n'est pas seulement moi qui le dis, hein, c'est la figure de l'imploration qui est très importante chez Camille Claudel. Quand vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui implore. Donc là, dans Sakuntala, c'est effectivement plutôt l'homme, mais souvent c'est plutôt la femme qui est à genoux et qui implore l'amour de l'être aimé. Donc c'est une thématique qu'on retrouve très très souvent, voilà, et qui prend vraiment dans son essor dans le dernier groupe qu'elle a fait, qui est vraiment très, très fort, qui s'appelle L'âge mûr, où on voit donc une jeune femme qui est agenouillée devant l'homme, et puis de l'autre côté il y a une autre femme qui tire l'homme. Donc on a interprété cette sculpture comme l'implorante, c'est Camille Claudel qui implore l'amour de Rodin, donc l'homme, et celle qui tire l'homme de son côté, c'est la véritable entre guillemets épouse, donc la Rose Beuret. Mais c'est surtout ça, c'est l'amour effectivement impossible et l'imploration. Alors on va pas le lire là parce que en fait elle a écrit dedans, on va juste en parler en quelques mots, un petit conte qui fera peut-être l'objet d'autre chose après. C'est une conteuse et elle va travailler avec justement le peintre, donc tu peux peut-être en parler un petit peu. Donc, à un moment, Alice va proposer au peintre de se rencontrer pour illustrer le conte qu'elle est en train d'écrire. Donc voilà, c'est autour à partir de jeux de cartes, un jeu de cartes donc où elle donne vie à des cartes. Donc effectivement, il y a un clin d'œil aussi à Alice avec le jeu de cartes, mais il y a beaucoup tout au long du livre, il y a des petits clins d'œil à Alice. Elle a commencé à écrire un conte et elle va lui donner 3 pages par 3 pages et elle lui propose d'illustrer. Et donc effectivement, ça va être un moment fort entre eux deux parce que tout ce qu'ils ne peuvent pas dire, parce que justement chacun est marié et doit faire un compagnon ou une compagne et ils résistent tous les deux. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais par l'intermédiaire de l'art, ils vont pouvoir, ils peuvent dire des choses, mais qui sont sujets chaque fois à l'interprétation. Donc on ne sait jamais la part de réel, de vérité et la part d'interprétation. Mais en même temps, c'est des moments de rapprochement entre eux assez forts. Pour revenir à Camille, elle n'était pas très très bien dans sa famille. Est-ce que tout ça a influé aussi sur sa vie? Oui, alors là, il y a plein de choses à dire. Pas d'un roman en fait, même si non mais tu en parles bien sûr. J'ai choisi Paul parce que effectivement il est plus jeune que Camille et ils ont beaucoup de points communs au départ. Ils sont tous les deux effectivement les personnes qui ont envie de créer de toute façon dans cette famille et ils s'entendent très bien. Ils ont l'amour de Rimbaud en commun et de Shakespeare en fait, et donc ils se nourrissent l'un l'autre au départ. Après, leurs itinéraires vont les conduire à d'autres chemins, mais ils s'entendent très bien en tant que frères et sœurs. Il y a quand même une troisième personne dont on parle, enfin j'en parle dans le livre bien sûr, c'est la sœur. Donc la sœur est beaucoup plus liée à la mère, c'est la copie conforme de la mère. Et de Camille Claudel, il faut bien se représenter comme
Bon, déjà, c'est une jeune fille, c'était une petite fille qui triturait la gadoue, qui ramenait dans la maison de la saleté, de la boue, des choses pour faire des choses avec ses mains. Donc, elle était tout le temps sale, les robes étaient sales. Donc, pour une famille qui était assez chic, assez bourgeoise, ça faisait mauvais genre d'avoir une fille comme ça qui arrivait, qui était complètement décoiffée, etc., qui ramenait des blocs de terre, qui les emmenait au 2e étage, qui sollicitait les domestiques pour que les domestiques puissent donc l'aider à transporter des gros blocs. Enfin bref, ça fait des ordres et ça a toujours fait des ordres. Et si elle a été internée, c'est pas pour rien. C'est pour les... Et justement, si elle est restée si longtemps toute seule donc à l'asile, hein, c'est que sa famille, et notamment sa mère, ne voulait pas l'avoir du tout. C'était quelqu'un qui ne collait pas avec cette famille-là. Et puis Paul, lui, voilà, c'est ce que je montre aussi dans j'essaye de montrer comment lui s'en est sorti sans être fou dans cette famille vraiment très difficile. C'est que lui, il est parti loin. Et quand on lui a proposé l'Asie, il ne connaissait pas du tout la langue, il est parti parce que voilà, c'était une façon justement de se libérer de cette famille. Et il est revenu, mais très longtemps après. Donc il a beaucoup voyagé, beaucoup parti de la famille. Et la troisième est toujours restée proche de la mère. Donc, point commun aussi. On peut parler de psychogénéalogie aussi. Est-ce que tout ça influe? J'en sais rien, mais en tout cas, il a des sacrés problèmes avec sa mère aussi, notre peintre. C'est pareil. C'est-à-dire que le drame de sa vie, c'est que sa mère est partie quand il avait 12 ans. Donc elle a quitté la famille parce qu'elle est tombée amoureuse de notre homme et donc il a été abandonné et donc avec sa sœur et son père. Et donc c'est souvent justement dans les conflits qu'il a, etc., ça c'est présent bien entendu, parce que là il est en train de refaire la même chose, il réalise le moment dans lequel il est en train de faire la même chose, mais bon, ça a peut-être un sens tout ça. Et c'est sûr qu'il se dit que c'est un petit peu parfois l'enfant qui pleure en soi qui explique parfois les réactions des adultes. Donc, du coup, voilà. Donc ça, mais c'est vrai qu'il y a ça. Et lui, il va retrouver à cet âge-là, à 12 ans, un refuge beaucoup chez son ami, son voisin, ami. Et donc, il a une seconde famille un petit peu chez son ami, où il est tout le temps chez lui. Et d'ailleurs, ce personnage-là sera aussi un rôle un petit peu important aussi dans l'histoire, parce qu'il se confie à lui et lui il n'a pas du tout la même réaction que lui par rapport à tout ce qui peut se poser comme scrupule sur le fait d'aimer deux femmes. Ah, l'autre aussi, il est plus du genre, quel est le problème, tu le vis puis tu le dis pas, bon, enfin voilà. Donc il y a des dialogues entre eux un petit peu, voilà, qui peuvent être un peu humoristiques aussi. Alors, on a fait un grand tour. Il y a sûrement plein de choses à dire encore. Est-ce qu'il y en a certains qui ont lu déjà? Est-ce que vous avez des questions à poser? Amy? Petite question en sociologique pour Laurence Crétin. En ayant lu le roman épistolaire, qui est un genre auquel je ne suis pas toujours vraiment habituée, donc du coup c'était un vrai plaisir de découvrir cet artiste de cette manière-là. Je me suis posé la question à propos de la paranoïa dont on parlait tout à l'heure, est-ce que cette paranoïa, elle est... Comment dire? Est-ce qu'elle aurait vraiment existé si Camille Claudel avait vécu plutôt à la fin du XXe siècle, début XXIe? Parce qu'en fait, c'est surtout l'histoire d'un contexte, si je comprends bien. Parce qu'en tant que femme, à chaque fois que vous le répétez, voilà, en tant que femme, elle avait du mal à s'imposer, surtout en tant qu'artiste, à chaque fois, justement, la confusion avec son prénom Camille. Et je me suis dit, mais une femme comme ça, si elle était née à notre époque, voilà, si en 2020, elle était là et qu'elle créait, est-ce que cette paranoïa aurait vraiment pointé son nez, en fait? Parce que est-ce qu'elle n'est pas plutôt sociologique, cette paranoïa, plus que psychologique? Comme toute crise, je pense que c'est la conjonction de plusieurs choses. Alors oui, bien sûr, le contexte fait que
Camille a été persuadée, et elle avait bien raison, mais elle avait raison avant l'heure, qu'elle était douée. Et elle était très persuadée de ça depuis le plus jeune âge. Son frère aussi d'ailleurs, hein, Paul Claudel n'était pas modeste non plus. Donc ils étaient persuadés et ils ont été élevés comme ça qu'ils avaient quelque chose à dire. Seulement elle a sous-évalué, je pense, qu'une femme, une jeune femme arrivant à Paris, même avec le talent qu'elle avait, même avec le soutien de Rodin, même avec le soutien de certains journalistes, etc., ou quelques collectionneurs, quelques rares personnes qui ont acheté les œuvres à l'époque, elle a sous-estimé que ce monde-là n'était pas prêt pour accepter l'œuvre d'une jeune femme, en fait. Et donc elle s'est battue contre ça, et effectivement, c'est lassant parce que ça a duré plus de 15 ans, comme ça, plus de 15 ans, à monter des expositions, à essayer de faire acheter ses œuvres, et puis au dernier moment on décommande, comme j'en parle dans le livre, des gens qui avaient dit je vais vous acheter votre, donc ça lui faisait de l'argent, et puis au dernier moment, oh ben non, finalement je ne vous achète rien, des commandes de l'État qui ont été faites grâce un peu à Rodin, mais qui n'ont pas forcément toujours abouti. C'est usant, c'est-à-dire c'est un contexte effectivement, mais je pense qu'on peut trouver un parallèle encore aujourd'hui. Regardez, tout à l'heure Dominique, j'ai entendu d'une oreille qui disait actuellement le confinement, le coronavirus fait que les artistes n'ont pas pu travailler pendant 2 mois, et qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé d'aller solliciter toutes les subventions possibles, toutes les aides possibles, et puis vous avez des refus, et puis alors ça n'a pas à voir forcément avec le genre, c'est-à-dire féminin ou tout ça, mais c'est quand même une lutte pour se faire reconnaître, pour demander une galerie d'art, pour demander l'accès quand on est artiste peintre ou sculpteur, pour demander un lieu, il faut avoir l'argent pour donc ce lieu. Donc ouais, je pense que ça a quand même des échos pour aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est lié quand même à un contexte qui était très misogyne. Mais bon, je crois que ça a évolué, mais pas tant que ça. D'ailleurs, si je vous demande comme ça, brûle pour point, donnez-moi, citez-moi 2 ou 3 noms de sculptrices contemporaines, ça va vous demander un petit peu de temps. Voilà, d'accord? Donc voilà, il y a encore du travail là-dessus. Après, donc sa paranoïa, donc Corinne en a parlé, on peut faire de la psychogénéalogie, il y a énormément de thèses, de travaux qui ont été faits, de psychanalyse à rebours maintenant donc sur Camille Claudel et sur la famille Claudel, parce qu'effectivement il y a, donc, comme dans toute famille, des secrets cachés, des enfants qui ont été cachés, des suicides, etc. Tout ça, et puis ce prénom de Camille, tout ça qui a effectivement joué sur son être profond, et tous ces échecs, parce que finalement, voilà, après 15 ou 20 années d'échecs, je crois que c'est difficile d'en sortir indemne. Voilà. Et donc moi j'invente quand même donc cette histoire de l'enfant caché de Camille Claudel et de Rodin. C'est probablement aussi une thématique importante, cette possibilité ou impossibilité d'avoir un enfant de l'homme qu'on aime. Donc ça aussi, ça travaille évidemment beaucoup, ça traverse le roman, et ça a traversé cette féminité qui a été complètement bouleversée. Voilà. Petite suite, du coup, pour Myriam, plutôt sur la démarche créative, ce qui m'a intriguée, c'est que tu as réussi à tenir jusqu'au bout ce point de vue masculin, mais avec des questions qui restent universelles, hein, parce qu'on aurait pu être une femme qui quitte son homme pour à l'inconnu. Mais là, ce qui m'a intriguée, c'est que j'avais le voix de cet homme, mais derrière, j'avais aussi ta voix qui me parlait quand je lisais, forcément, quand on connaît l'auteur. Et du coup, je voulais savoir quelles ont peut-être été tes réflexions, tes difficultés. Est-ce que tu as fait, si c'est pas indiscret, est-ce que tu as dû faire plusieurs brouillons pour pouvoir te dire, là, ça y est, j'ai trouvé mon personnage, j'ai trouvé mon narrateur? Ou c'est venu tout seul, naturellement, d'écrire en tant qu'homme? C'est venu tout seul, mais en fait, parce qu'en fait, on entend tout le temps, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, les âmes, elles viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars, toutes ces choses-là. Et moi, je suis persuadée quand même que, pour
tout ce qui est au niveau sentimental, toutes les affaires, et ben c'est pareil. Alors, je vais remercier nos 2 lecteurs, déjà, notre musicienne, enfin nos 2 musiciens aussi. Alors, je vous remercie bien sûr toutes les 2, ça c'est pour un petit peu, bon, En parlant des enfants, en général, je me retourne, c'est même énervé parce que je trouvais qu'elle avait rien à dire. En plus, elle dit non, mais il avait rien dit. En même temps, si je fais ça, je vais leur dire, ah, et alors, 2 heures après, il en avait tout seul, il en avait un seul, il y en a un.